On est avec Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines ce matin. Allô Annie, bienvenue à l'émission. Très bonne idée de sujet de chronique ce matin. On va parler des nouveaux vocabulaires qu'on entend dans le milieu du travail. Puis on est loin de TSO ou de temps supplémentaire. C'est vraiment de nouveaux termes qui apparaissent dans le langage professionnel. Oui. Je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir parce que derrière ces nouveaux termes, on sent des tendances, on sent des mouvements. Puis aussi, il y a toujours des gens, des fois, qui vont faire de nouveaux entrevues prochainement. Puis c'est le fun d'être à la mode, d'avoir les petits mots modernes. Les termes qu'on connaît peut-être moins, là, comme emploi fantôme. Oui, un emploi fantôme, c'est un emploi que les entreprises paient pour afficher, mais qu'ils n'ont nullement l'intention de combler. Et j'ai choisi ce terme-là parce qu'il m'arrive souvent de rencontrer des gens qui me disent: je comprends pas ce qui se passe. Une entreprise affiche un poste. Je suis le candidat parfait. J'ai appliqué 2 fois. Personne ne m'appelle. On se demande, mais pourquoi? Mais des fois, derrière ça, c'est un emploi fantôme. C'est-à-dire que la quête de l'entreprise, c'est possiblement de se monter un bassin de candidats. C'est pour voir ce qui se passe, prendre un petit peu la température de l'eau, mais qu'elle n'a pas nécessairement l'intention de pourvoir ce poste-là. Personne ne sera recruté. Donc, quel est l'avantage de l'entreprise? Se documenter sur les candidats disponibles pour de nouveaux types d'emplois? C'est ça. Il y a plein de stratégies. Des fois, une entreprise sait qu'un candidat est un petit peu plus... ou un employé est un petit peu plus fragile ou prévoit acquérir une nouvelle technologie. On veut avoir des banques de données de gens qui sont prêts à interagir. Bon, après emploi fantôme, il y a l'embauche silencieuse. Oui. Et on fait évidemment un jeu de mots avec... l'an passé, on parlait du quiet quitting. Donc, les emplois silencieux, c'est le recrutement sans afficher, sans trompette ni fanfare. On utilise nos réseaux, les gens que les gens connaissent. Parfois parce qu'on n'est pas certain qu'on va garder le poste longtemps, on ne veut pas faire attirer trop l'attention là-dessus. Et ça réitère l'importance d'avoir un bon réseau de contacts. Parce que c'est seulement avec qui tu connais que tu peux C'est pas des chasseurs de tête nécessairement, là. Non. C'est vraiment encore plus silencieux que ça. Oui. OK. Les départs bruyants ou le départ bruyant, on comprend ce que ça veut dire, là? Il y a une petite connotation générationnelle derrière ça. C'est souvent sur TikTok et c'est des gens qui vont faire fortement la promotion, soit de leur départ, mais aussi de leur congédiement. Donc, des fois, ils ont démissionné, puis c'est leur choix, mais parfois, c'est un congédiement. Et ça, avant, on ne voyait pas ces comportements-là, mais les gens vont en faire leur promotion là, sur TikTok pour que tout le monde le sache. Genre en expliquant leur départ, en faisant une vidéo. Le but, c'est d'être vu, là, plus que d'autres choses. C'est ça, d'expliquer leur point de vue. Et ça met souvent l'entreprise dans l'embarras parce que l'entreprise ne peut pas aller sur la place publique pour expliquer sa perception des choses. Souvent, les informations sont confidentielles. Et là, ça vient ternir la réputation de l'organisation. Bon, OK. Alors ça, vous n'êtes pas obligé d'opter pour celle-là. FOMO et gêne technologique. Oui, FOMO, à ne pas confondre avec le FOMO. On connaît bien Fear of Missing Out. Le FOBO, c'est le Fear of Being Obsolete. Ces deux termes ont en commun d'être liés avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et tantôt, on parlait de certains mots qui étaient un peu cocasses, tout ça. Mais là, ici, ce sont de vrais enjeux significatifs pour les organisations. Fear of being obsolete, c'est relié avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos organisations, des gens qui ont peur que leur poste soit remplacé. Et là, ça crée du stress, de l'angoisse. C'est un vrai enjeu dans nos milieux de travail. De ne pas se sentir à la page assez pour poursuivre un emploi, se sentir obsolète. C'est ça que je comprends? C'est ça, c'est ça. Et ça crée vraiment une émotion pour lesquelles on s'intéresse, là. La gêne technologique, c'est relié. C'est souvent les nouveaux employés dans une entreprise qui font face à une émotion négative lorsqu'ils peinent à naviguer des enjeux du monde de la technologie de base. Par exemple, connecter les imprimantes dans mon nouvel employeur. J'ouvre un Zoom, un Teams, là, personne ne m'entend, j'entends personne, j'arrive pas à me débrouiller avec ça. Ce sentiment-là, la gêne technologique. Et les entreprises s'en intéressent de plus en plus pour éviter ça. On ne veut pas que les gens se ressentent ça. On veut légitimer ce sentiment, cet inconfort. OK. Bore-out, je n'ai pas trouvé de terme en français vraiment. Qu'est-ce que ça serait? À ne pas confondre avec le burn-out. Le bore-out, c'est pas l'épuisement professionnel, mais bien l'ennui au travail. Alors, et ça devient de plus en plus fréquent. Les gens, tu sais, nos petits cousins français nous diraient « ils s'emmerdent au travail ». Et là, ça a de l'incidence sur notre santé psychologique, notre santé mentale, et ça peut avoir des trucs qui se ressemblent au burn-out. Le biais de proximité, si on nous parle de ça dans une entrevue, on fait quoi?
Oui, le billet de proximité, lui aussi, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas sur une note humoristique. Le billet de proximité, c'est relié avec le travail en mode hybride. Et c'est l'incidence qu'on réalise pour le gestionnaire, qui est pas assez sensibilisé à cette réalité-là, de créer une différence dans sa perception des employés de ceux qu'ils voient ou qu'elles voient à l'occasion ou souvent versus ceux qu'elles ne verront jamais, parce qu'avec le travail hybride, ils ne sont jamais sur les mêmes journées de travail. Et ça va avoir une incidence sur la façon dont le gestionnaire apprécie la disponibilité ou le niveau d'occupation d'un employé, sa performance au travail. Et comme n'importe quel biais inconscient, là, on veut amener ça dans la conscience pour éviter que ça se produise. OK. Il y en a un dernier qui s'appelle quoi? Mamager? Mamager, oui. Mamager, OK. On entend ici la combinaison des mots maman et manager. Okay. Est-ce que tu as une petite idée de ce que ça pourrait être? Oui, genre Germaine un peu, là. Vouloir manager comme une maman, vouloir materner les employés, c'est ça? Oui, on est dans ces eaux-là et c'est relié à la santé mentale. Donc, c'est un gestionnaire qui est particulièrement sensible, voire un petit brin, qui dépasse un petit brin la ligne là, au niveau de la santé mentale parce qu'il veut vraiment veiller au bien-être de ses employés. Exemple, Gino, je travaille pour toi, je finis mon chiffre de travail, puis en partant, tu me dis « Hey, Annie, tu te coucheras tôt ce soir, là. T'as l'air fatigué. » On s'entend. Une fois, ça peut, mais plusieurs fois, c'est inapproprié. C'est ça, c'est que c'est pas dans le monde du travail de mon gestionnaire de me dire à quelle heure devrais-je aller au lit. Mais c'est tellement ancré dans la bienveillance que souvent, on laisse passer. On fait un sourire, puis on laisse passer. On trouve ça sympathique à la limite. C'est ça, mais c'est du manager. On coucherait de bonne heure ce soir. Papager, c'est bon. Ça pourrait être un nouveau terme. Okay. Mais ça, si c'est juste occasionnel, c'est pas un enjeu vraiment au travail. C'est correct, c'est gentil. C'est ça. Mais répliquer, tu sais, papager ou mamager, c'est une façon de faire réaliser au gestionnaire, bien, merci pour ta bienveillance. OK, mais... Mais rappelons-nous qu'on est dans un cadre professionnel, puis que... Ça te regarde pas, là. C'est ça, je me coucherai à l'heure qui me plaira, alors. Okay. On se couche pas à l'heure qui nous plaît tout le temps, mais on se couche pareil. Salut, merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir, Gino.